Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une nouvelle grave nous est parvenue cette nuit d'Amérique du Sud, du Pérou. Un tremblement de terre a ravagé une partie du pays. La ville de Huaraz, non loin de la chaîne des Andes, serait détruite à 90%. Lima, la capitale du Pérou, aurait été touchée, elle aussi, mais moins gravement, par le séisme. On attend des précisions et l'on souhaite surtout que le nombre des victimes ne soit pas celui que l'on avance, un nombre très lourd, près ou plus de 1000 morts. Cette région du Pérou, dans la chaîne des Andes, se trouve, il est vrai, sur ce que l'on appelle la zone de fracture de l'écorce terrestre. Et à de nombreuses reprises déjà, des catastrophes ont eu lieu dans cette même région. Mais maintenant, nous allons voir les premières photos qui nous parviennent du Pérou. Elles concernent seulement Lima, qui a été la ville, je vous le disais, la moins touchée. Plus au nord et à l'ouest, là où précisément on craint le pire, aucune communication n'est encore possible, les liaisons sont détruites et seuls les radioamateurs peuvent donner quelques informations fragmentaires. Pourtant, hier soir, on pouvait penser que l'actualité serait calme en ce début de semaine et sur le plan politique, sur le plan international, et qu'il n'y aurait pas de nouvelles graves, au moins en ce qui concerne les premiers jours du mois. Mais on avait oublié ce que l'on appelle les forces des éléments et les catastrophes dites naturelles. Ce tremblement de terre, oui, mais aussi ces inondations en Europe centrale. En Roumanie, vous le savez, la situation est grave et l'inquiétude demeure, elle s'accroît même de jour en jour. Le Danube est toujours en crue. On sait que dans 2 jours, les eaux vont arriver en aval du fleuve, menaçant ainsi les réalisations industrielles du pays. Et maintenant, la Bulgarie et la Yougoslavie sont menacées à leur tour. En Roumanie, 37 des 39 départements de la Roumanie sont dévastés par les inondations. Ils sont 280 000 comme cette femme à devoir quitter leur maison sans savoir quand ils reviendront ni dans quel état ils retrouveront ce qu'ils ont dû abandonner devant la montée des eaux. Des eaux qui, depuis le 14 mai, sont montées de 9 mètres par endroit à la suite des pluies diluviennes venues s'ajouter à la fonte des neiges. Depuis le 14 mai, 148 personnes ont trouvé la mort et 27 autres sont portées disparues. Pour situer l'ampleur de ces inondations, il suffit de rapporter ce que l'on dit là-bas. Les inondations ont causé plus de ravages que la dernière guerre mondiale. 900 000 hectares de terres cultivées sont inondés, 500 km de voies ferrées, 2000 km de routes sont détruits. Près d'1 millier de ponts ont été emportés, le réseau téléphonique est considérablement endommagé, plusieurs centres industriels sont touchés, leur remise en marche demandera 6 mois. Et pour les habitants de plusieurs centaines de localités, c'est l'heure de l'exode. Aujourd'hui, 2 autres dangers menacent, la typhoïde qui s'est déclarée dans certains endroits, la rupture de barrages qui retiennent les eaux. Oui, il faut donc que les digues que l'on construit hâtivement tiennent pour ces prochains jours. Pour ce début de semaine et en ce début de mois, il y a donc, je vous le disais, peu d'éléments nouveaux dans le dossier des affaires en cours, tant sur le plan international que national. En France, pour la politique, la semaine s'annonce relativement calme après l'agitation des jours passés au quartier latin. Le président Pompidou vient de rentrer d'un week-end sur la côte varoise. Madame Pompidou, légèrement souffrante, est restée sur place. Le seul point chaud, en quelque sorte, aujourd'hui, risque de se trouver à Grenoble, où l'on juge quelques maoïstes. En fait, le seul élément important nous ramène à ce week-end passé, mais il déborde largement sur les prochaines semaines. En effet, il s'agit de la candidature de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber aux élections législatives partielles du 21 juin à Nancy. Le secrétaire général du Parti radical s'est officiellement engagé hier après-midi. Pour cette élection, M. Servan-Schreiber doit bénéficier de l'appui d'une partie du conseil municipal et de l'appui du sénateur-maire, mais il s'oppose au député sortant, ex-UDR, M. Souchal. Les forces socialistes et communistes de Nancy feront également bloc contre M. Servan-Schreiber. En charnière maintenant, en quelque sorte, aux affaires nationales et internationales, eh bien, il faut noter aujourd'hui la visite en France, à Paris, de M. Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères. Il s'agit d'une rencontre prévue depuis longtemps qui doit évoquer les relations politiques et économiques entre nos 2 pays. En fait, on se pose une question. M. Gromyko rencontrera-t-il à Paris M. Walter Scheel, son homologue de l'Allemagne de l'Ouest, qui séjourne actuellement dans la capitale? Jean-Pierre Anquery. C'est en effet la petite énigme de ce voyage de M. Gromyko en France. M. Scheel, qui se trouvait hier à Sarrebruck et à qui on a posé la question, s'est borné à répondre « Une telle visite n'est pas prévue », ce qui laisse quand même la porte ouverte à un certain nombre d'éventualités.
Quoi qu'il en soit, si cette rencontre devait finalement avoir lieu à Paris, elle revêtirait une certaine importance, puisque M. Gromyko et Shell pourraient y discuter de l'ouverture de pourparlers en vue de la signature d'un traité de non-recours à la force entre les deux pays. Mais venons-en, si vous voulez bien, à la visite de M. Gromyko, au séjour de M. Gromyko en France, proprement dit. Eh bien, ce séjour revêtira un double aspect, un aspect touristique et bien entendu un aspect politique. Alors, le tourisme, très rapidement, M. Gromyko visitera les expositions Lénine et Matisse, se promènera en bateau-mouche sur la Seine, visitera le quartier du Marais, se rendra même jeudi en Normandie et jusqu'au Mont-Saint-Michel. Chose sérieuse, la politique. M. Gromyko rencontrera le président de la République, il rencontrera M. Chaban-Delmas, M. Schuman, M. Giscard d'Estaing. En effet, les relations économiques entre les deux pays seront à l'ordre du jour et on parle déjà de 2 projets, achat par la France de gaz naturel en Union soviétique et construction par la France en Union soviétique d'une usine d'automobile, d'une usine plutôt de camions. Proche-Orient maintenant. L'armée israélienne vient de publier le bilan des activités militaires, de ses activités militaires du mois dernier. Et c'est la première fois qu'Israël perd autant de soldats dans les opérations militaires. 61 Israéliens, en effet, sont tombés face aux Égyptiens et aux commandos palestiniens. C'est le bilan le plus lourd jamais atteint depuis la guerre des 6 jours. Ce matin encore, un tir de roquette à partir de la Jordanie sur le village de Beth-Sham a fait 9 blessés. Parmi eux, une écolière est dans un état très grave. Hier, 2 soldats israéliens avaient été tués et 4 blessés dans la vallée du Jourdain au cours d'une rencontre avec des fédéines. Mais les pertes les plus sérieuses des Israéliens ont été enregistrées sur le canal de Suez. 2 embuscades tendues par des commandos égyptiens ont fait 16 morts et 3 disparus, probablement des prisonniers. En réponse, l'aviation israélienne pilonne sans cesse les positions égyptiennes sur le canal de Suez, mais ce matin, la presse israélienne exprime sa très vive inquiétude. Monsieur Goldman, le président du Congrès juif mondial, qui tente, vous le savez, une action de conciliation, et ce depuis longtemps, avec les pays arabes, vient à nouveau de lancer un appel, en quelque sorte, à Israël. Pour M. Goldman, Israël doit s'engager sur le terrain des négociations et, de préférence, avec Moscou. M. Goldman s'est déclaré en faveur d'une sorte de programme de paix minimum et il estime que l'Union soviétique pourrait accepter une solution pacifique de la crise du Proche-Orient et que les États arabes finiraient par accepter également un tel règlement. Alors, ce programme minimum de M. Goldman consisterait en ceci: fin de l'état de guerre entre Israël et les pays arabes, médiation des Nations Unies en ce qui concerne les territoires occupés, unification de Jérusalem, mais sans une mainmise d'Israël sur l'ensemble de la ville sainte, liberté de navigation dans le canal de Suez et dans le détroit de Tiran, et enfin limitation des armements. Pour en venir maintenant au Vietnam, le président Nixon a tenu hier à Washington, près de Washington, dans sa résidence, une forme de conseil au sommet avec ses principaux conseillers précisément sur le Vietnam. La réunion a eu lieu en réalité à San Clemente, en Californie, dans la propriété que le président Nixon possède là-bas. Y assistaient effectivement tous les chefs militaires des États-Unis. Et à la suite de cette réunion, le président américain s'accorde 3 jours de réflexion. Ce n'est que mercredi soir qu'il parlera à la radio et à la télévision pour faire le point sur la situation, mais le porte-parole de la présidence a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de grandes décisions prises par le président Nixon au cours de cette intervention et que, en principe, le président Nixon devrait y maintenir sa promesse de retirer toutes les troupes américaines du Cambodge avant le 30 juin. Bien, Argentine maintenant, on vient d'apprendre que l'ancien président Aramburu, enlevé par des guerrilleros, vient d'être condamné à mort par ces derniers par un tribunal plutôt révolutionnaire péroniste. Pour les auteurs du communiqué, l'ancien président est responsable, après avoir pris le pouvoir, après 1956, de la mort de 27 Argentins péronistes et de 8 militaires. Les recherches se poursuivent toujours en Argentine, en vain pour l'instant. Un mot enfin, Jean-Pierre Anquery, des prochaines élections donc en Grande-Bretagne. Il paraît qu'il y aura un certain renversement d'après les sondages et que maintenant les conservateurs rejoignent presque les travaillistes. Oui, selon un sondage publié ce matin par le Daily Telegraph, les conservateurs bénéficieraient d'une avance de 2,5% sur les travaillistes, et cela dans les 50 circonscriptions où la lutte entre les deux partis doit être la plus chaude. Mais 2 autres sondages ont été publiés récemment. L'un donne 2% d'avance pour les conservateurs, l'autre donne quand même 5,5% d'avance pour les travaillistes. Vous voyez donc que rien n'est encore joué.
Eh bien, maintenant, revenons, disons, aux affaires plus spécialement françaises, et vous l'avez peut-être remarqué, il règne ce matin dans beaucoup de nos villes un certain parfum de vacances. Est-ce parce qu'il fait beau? Est-ce parce que l'on commence vraiment pour une fois à se croire en été? Ou est-ce le fait de voir partir déjà quelques amis pour leur congé annuel, et ce, au mois de juin? Toujours est-il que pour ce week-end, la circulation a été assez dense sur tout le réseau routier français, et il semble, je dis bien il semble, que dans l'ensemble, la limitation, la peur du gendarme, plus une certaine prudence, est limitée relativement, hélas, les accidents mortels. Malheureusement, je vous le disais, il faut signaler quand même des cas navrants. Ainsi, près de Foix, dans l'Ariège, toute une famille a trouvé la mort sur la route. C'est dans une longue ligne droite à 3 voies de la Nationale 20 à 1 km de la sortie sud de Foix qu'une collision a fait en fin d'après-midi 5 morts et 4 blessés. La circulation était dense en ce dimanche après-midi, il était 17h30. Une voiture se dirigeant vers Foix obliqua brutalement sur la gauche et alla se jeter sur une Simca roulant en sens inverse. Les 2 véhicules s'encastrèrent l'un dans l'autre, le conducteur de la première voiture et ses 4 passagers ont été tués sur le coup. De l'autre véhicule, les sauveteurs ont retiré 4 blessés. 2 gendarmes de la route qui se trouvaient à proximité du lieu de l'accident ne s'en expliquent pas la cause. Nous venons de recevoir le bilan à l'instant de ce week-end et de ses premiers départs en vacances. 72 morts, 747 blessés. Le chiffre était à peu près le même lors du précédent week-end. Cette année, vous le savez peut-être, est marquée par la commémoration de la libération des camps de déportation après la Deuxième Guerre mondiale. C'était il y a 25 ans. Pour l'histoire, eh bien, sachez que le dernier de ces camps à être libéré fut, et cela d'ailleurs paraît assez paradoxal, l'un des plus proches de l'Angleterre. Il existe en effet, au large des côtes de la Manche, une toute petite île, l'île d'Origny, où étaient emprisonnés une centaine de détenus politiques. Un reportage de notre station de Caen. Il n'y avait à Origny ni chambre à gaz ni crématoire. Les chefs allemands créèrent un bloc, un long tunnel, où les déportés du camp seraient murés en cas de rébellion ou de débarquement des armées alliées. Heureusement, un ordre d'évacuation précipité survint le 7 mai 1944. 26 ans après, un mémorial offert par les Hammonds d'une famille de Lille rappelle le sacrifice de plusieurs centaines d'hommes de races et de religions différentes. Et hier, dans le cadre du 25e anniversaire de la libération des camps, une cérémonie a été célébrée à Origny. Ceux qui ont survécu étaient là, entourés de M. Jacques Bruno, représentant le gouvernement français, et de nombreuses personnalités britanniques, russes et françaises. De nombreuses gerbes ont été déposées. Pèlerinage devait dire le représentant du gouvernement français de l'amitié et du souvenir, journée qui doit rester comme un message. Les sports maintenant. Patrick Chapuis, je crois que vous avez eu un week-end, vous et vos confrères journalistes, dans quelque discipline que ce soit, vous avez eu un week-end assez chargé. D'autant que si vous avez voulu suivre en plus les footballeurs de Saint-Étienne dans leur tournée des Grands-Ducs, c'est quand même une rude journée. Oui, on les a suivis, mais les footballeurs sont quand même des gens beaucoup plus calmes que les rugbyman, et ça s'est terminé à une heure relativement raisonnable. Mais cet après-midi, le sport reprend de nouveau, puisqu'il y a le tennis à Roland-Garros. C'est un match très important qui va opposer François Geoffrey à Georges Goven en quart de finale. Il y aura donc de toute façon un Français en demi-finale, mais lequel? C'est la question que tout le monde se pose. Goven a 22 ans, c'est le brio, c'est la condition physique exceptionnelle qui lui a permis d'éliminer Santana. Geoffrey, lui, a 28 ans, il a beaucoup plus d'expérience et surtout une grande sûreté. Donc un match très équilibré, puisque déjà ils se sont rencontrés 8 fois, 4 fois Goven a gagné, 4 fois Geoffrey a gagné. Donc beaucoup d'indécisions cet après-midi. À Indianapolis, aux 500 000 d'Indianapolis, le pilote Al Unser a gagné et il a remporté la coquette somme de 271 697 $, ce qui représente 150 millions d'anciens francs. La course a été menée, comme toujours, à très vive allure, puisqu'en 3 heures de la vitesse moyenne que ces pilotes vraiment respectent,
pour y aller de Paris à Marseille, en 3 heures, un peu plus de 3 heures. Football, nous avons tous suivi le début de la Coupe du Monde, et naturellement on commence à jouer au jeu des pronostics. Les 26 envoyés spéciaux de la presse française ont désigné leurs favoris. Cela nous donne premier Angleterre-Italie cité 8 fois comme vainqueur possible. Ensuite, l'Uruguay est cité 4 fois. La Tchécoslovaquie et l'Allemagne 3 fois chacune. Ce qui est surprenant, c'est que le Brésil qui a gagné déjà 2 fois la Coupe du Monde, n'est cité que 2 fois et seulement comme finaliste. J'étais en train de prendre des notes pour mon petit tiercé personnel sur cette Coupe du Monde. Je trouve quand même que c'était un petit peu tôt, disons. Oui, je crois aussi, mais c'est intéressant de savoir. Bien, nous avons beaucoup de matchs retransmis cette semaine, je pense. Oui, il y a beaucoup de matchs, pratiquement un match tous les soirs. Dans la soirée, j'ai remarqué, assez souvent. Assez tard, souvent, mais je crois que ça vaudra la peine de veiller un peu. Bien, eh bien, merci Patrick Chapuis. À mi-chemin maintenant entre votre rubrique Jacqueline Alexandre et, disons, la rubrique spectacle, cette semaine, je vous signale la sortie d'un film qui retrace la bataille d'Alger. Ce film va sortir sur les écrans parisiens. C'est un film ancien, fait par un Italien, par un réalisateur italien, et dans lequel l'un des chefs de la rébellion algérienne, Youssef Saadi, joue son propre rôle. Le film n'avait pas encore été effectivement distribué en France. On a jugé maintenant qu'avec un certain recul, on pouvait présenter cette version de la bataille d'Alger. Mais je pense qu'il y a précisément d'autres films ou d'autres livres qui se préparent donc à nouveau sur ces événements. Effectivement, et Yves Courrière, lui, recherche des documents sur la guerre d'Algérie, car il a l'intention d'écrire un livre. La grande difficulté, en définitive, que nous avons, Jacques Perrin, Jacques Baratier, Philippe Monnier et Françoise Monod, qui vient d'avoir l'Oscar pour Z comme monteuse, et qui est notre monteuse, c'est de trouver tous les documents et des deux côtés. Parce que ce que nous voulons faire, c'est montrer exactement ce qu'a été cette guerre, très profondément, et 10 ans après. Oui, alors Yves Courrière, si je comprends bien, vous êtes en train de faire des recherches de documents, de chercher des films, mais vous avez besoin aussi d'être aidé par des gens qui ont ces documents et qui peuvent de ce fait enrichir votre film. C'est-à-dire que depuis 3 mois, nous recherchons dans toutes les cinémathèques, du côté français naturellement, avec les actualités télévisées, avec les actualités films, avec tout cet ensemble qui s'est tourné. Nous cherchons du côté américain, du côté anglais, du côté soviétique également, du côté égyptien, puisqu'il y a énormément de choses qui ont été tournées de l'autre côté, du côté FLN, et qui sont dans ces pays. Mais ce que nous voudrions trouver, et c'est là où je fais vraiment un appel direct à tous les téléspectateurs qui auraient pu, à cette époque-là, travailler en Algérie et être en Algérie, avoir filmé avec une petite caméra de 8 mm ou de 9,5 ou même de 16 s'ils avaient... Et des soldats, naturellement, tous ceux qui ont pu filmer un moment important de leur vie dans le cadre de cette guerre d'Algérie, de nous proposer leurs documents parce que cela apportera un contrepoint de l'événement essentiel qu'ils ont jugé bon de filmer à ce moment-là. Vous croyez, Yves Courrière, qu'avec le recul que nous avons maintenant après la guerre d'Algérie, les passions sont suffisamment apaisées pour que ceux qui verront votre film ne voient plus tous les bons d'un côté et tous les méchants de l'autre, quel que soit d'ailleurs le côté d'où l'on regarde, n'est-ce pas? Donc, il faut que ce soit un film qu'on puisse voir les Algériens et les Français, n'est-ce pas, de chacun des côtés. Est-ce que vous croyez que le temps est venu pour cet apaisement? Vous savez, on m'a toujours dit, d'abord quand j'avais commencé mes livres, Les Fils de la Toussaint, Le Temps des Léopards, on m'a dit « Oh, c'est beaucoup trop tôt », ou « Ça n'intéresse plus », ou « C'est encore trop tôt », selon l'opinion et l'optique de chacun. Et je me suis aperçu que vraiment le moment était venu. Il n'est plus, à notre époque, la règle qui était les 50 ans d'histoire, les 50 ans doivent passer avant que l'on sache réellement. Non, je crois vraiment que le français est devenu adulte et peut, 10 ans après, objectivement, plus qu'objectivement, je voudrais dire honnêtement, savoir ce qui s'est passé des deux côtés. Je crois que là, vraiment, il est adulte ou alors ce serait désespérant. Nous allons passer maintenant au conseil culinaire. Aujourd'hui, nous vous proposons un lapin à la polenta. Cette recette a été tournée dans un hôtel de Saint-Jean-de-Maurienne avec une équipe de la région de Grenoble. Voici les images. Un lapin à la polenta pour 6 personnes. Il faut un beau lapin de 1 kg, 1 litre de consommé, 1 litre de vin, 4 cuillerées à soupe d'huile, un verre de sang frais, 3 oignons, 3 carottes, 2 gousses d'ail, un bouquet garni, du sel et du poivre, 200 g de semoule de maïs, 200 g de poitrine fumée et 50 g de farine. Préparez le lapin tout d'abord. Coupez-le en morceaux en prenant soin de ne pas briser les os. Faites saisir les morceaux à l'huile chaude dans une poêle et tournez-les pour qu'ils dorent de chaque côté. Pendant ce temps, coupez en dés 2 oignons, le 3e servira dans la préparation de la polenta, les carottes et émincez l'ail.
Faites revenir ces légumes à l'huile dans une casserole et mettez à feu doux car l'oignon noircit facilement alors qu'il doit rester blond. C'est le moment de rajouter les morceaux de lapin bien dorés. Saupoudrez 50 g de farine que vous mélangerez intimement à cette préparation. Faites prendre couleur à feu vif cette fois et ajoutez le vin de Savoie, environ 1 litre, et ajoutez du bouillon afin que le liquide recouvre complètement les morceaux. Mélangez bien, assaisonnez, couvrez et laissez cuire à feu doux. Pendant ce temps, préparez les 200 g de poitrine fumée que vous coupez en petits dés. Jetez-les 3 minutes dans l'eau bouillante, égouttez-les et faites-les dorer à l'huile. Le temps de préparer les lardons, le lapin sera cuit. Retirez-le en le gardant au chaud et laissez réduire la sauce d'1 tiers. Ajoutez les lardons sur le lapin. Réduite et filtrée, versez la sauce sur le lapin également. Et faites repartir à feu doux 5 minutes. À ce moment, versez le verre de sang additionné d'une pointe de vinaigre et mélangez bien à chaud sans bouillir. Votre lapin est prêt. Pour la polenta, jetez en poudre 200 g de semoule de maïs dans 1 litre d'eau bouillante. Faites cuire à feu doux de 25 à 35 minutes en remuant avec une spatule de bois. Quand la polenta se détache des parois de la casserole, ajoutez la deuxième moitié des lardons et ce qui reste d'oignons hachés. Disposez dans le plat de service. Votre lapin à la polenta est terminé. Oui, si je vais à Grenoble, je pense que je ferai un petit détour. Bon, j'ai assez mal suivi d'ailleurs la recette, c'est pour ça que je le dis et que je me fais cette promesse. Nous avons reçu un coup de téléphone de notre confrère Yves Courrière. Effectivement, nous avons oublié en quelque sorte un détail très important. C'est dans l'appel que lançait Yves Courrière, je pense qu'il faut maintenant donner l'adresse précisément. Alors si vous avez des documents ou des témoignages à apporter donc à notre confrère journaliste, je vous donne maintenant l'adresse. Vous pouvez envoyer votre correspondance à Regan Film, 12 rue de l'Abreuvoir à Courbevoie. Et le téléphone, c'est le 788 14 11. Je répète, 788 14 11. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons continuer, Jacqueline. Et je pense que nous allons parler presque d'un conte de Noël à cette saison, en tout cas d'une très jolie histoire. C'est un petit peu ça, oui. C'est-à-dire? Eh bien, vous savez que de nombreux Français ne connaissent pas encore Paris, et parmi tous ces Français, il y en a des tas qui n'ont jamais pris de vacances. Eh bien, parmi 150 d'entre eux, le Secours catholique a réalisé, comme vous le disiez, un conte de Noël. Moi, j'appellerais ça plutôt un miracle. Les voici 150. 150 enfants du siècle nés en 1900. 150 bons vieux de toute la France invités par le Secours catholique à passer une semaine de vacances, pour la plupart leurs premières vacances, dans cette ville un peu fabuleuse dont ils n'avaient jusqu'à maintenant qu'entendu parler, Paris. Qu'est-ce que vous étiez, monsieur Petitpas? Mécanicien de route.
Au dépôt de pompe Langerny. Vous étiez chauffeur de locomotive? Enfin, chauffeur et mécanicien après. Oui. Alors, vous conduisiez la locomotive jusqu'à Paris? Jusqu'à Paris, jusqu'à Vers, jusqu'à Noisy, ça dépend des trains. Et comme on n'avait pas beaucoup de repos dans le coin, on restait au dépôt se reposer, puis j'ai jamais vu Paris. Ce qui fait que vous arriviez, puis vous repartez, ça a duré combien de temps? Ça a duré pendant 25 ans, ça. Qu'est-ce que vous faisiez, monsieur? Je suis le cantonnier. Vous étiez cantonnier? Oui. Où ça? À Toulouse. Et alors? Pendant 38 ans. Et cette route, vous ne l'avez jamais prise pour monter? Et j'ai jamais eu cette idée, vous voyez. Jamais eu cette idée de venir à Paris. Alors c'est votre voyage de noces d'or. Oui, monsieur. Quels ont été les bons souvenirs de votre vie? La naissance des enfants. Oui. Le mariage des enfants. Au programme, les points légendaires de la capitale, la Concorde, la Tour Eiffel, le bateau-mouche, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, et puis un style de vie soumis au passage au feu roulant de cette critique que l'on appelle non sans raison le bon sens populaire. J'aurais jamais cru dans ma vie de voir tant de choses. J'ai pourtant, je connais Paris, mais on n'a jamais voyagé comme ça dans Paris. Mais regarde des autos, mon Dieu, des autos. Oh, mais tu te rends compte ce qui peut circuler dans une journée? Ils s'en usent de l'essence inutile. Bon, ça. Ah oui. Ah, faut être fou pour habiter dans des voitures, dans des machins pareils. Regardez-moi de vie qui mène là-dedans. Ah là là. Là, vous nous faites que la brousse là-bas où je suis bien. Bon. Ah, oh, ben écoutez, on respire. Là, regardez-moi donc ça, cette vie qui mène. On dirait une bande de fous que je cours après les uns les autres. Oh. Puis vous dites que ça, c'est tous des gens intelligents, ça, mon Dieu. Les drôles de gars, ouais. Oh, il fait rien. Tenez, regardez-moi donc ça, tiens. On les a promenés un peu partout. On les a même reçus comme des chefs d'État à l'hôtel de ville, avec un discours, pour signer le livre d'or en compagnie de Jean Nohain, un homme de la classe, boire une coupe de champagne à leur propre santé. Bref, des vacances inespérées comme un gros lot au bout d'une longue vie de travail. Ils étaient 150. De quoi faire rêver 3 313 500 autres Français âgés comme eux, de 70 ans et même un peu plus. Nous allons maintenant passer à la Bourse de Paris. À vous la Bourse, à vous Gérard Vidalange. Personne a visité la Bourse de Paris qui est une véritable jungle quand tous les professionnels vocifèrent et quand il y a les embouteillages et les heurts auxquels on assiste tous les jours. Quoi qu'il en soit, Paris aujourd'hui est assez bien disposé. Autrement dit, la tornade qui avait secoué tous les marchés financiers semble un petit peu diminuer en intensité. Est-ce que le gros de l'orage est passé? C'est très difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, voici deux graphiques, je crois, qui résument très bien la situation. En effet, voici l'ampleur des baisses entre le 1er avril et le 26 mai. Vous voyez, première chose, c'est qu'au fond, tous les marchés ont été solidaires de New York. New York a baissé de 20%. Eh bien, les bourses allemandes, la bourse de Londres et Tokyo ont baissé sensiblement de cette même importance, 20%, tandis que Paris a beaucoup mieux résisté. Et au fond, M. Giscard d'Estaing n'avait pas tort en disant Paris peut être une sorte de Robinson Crusoe des marchés financiers. Paris a baissé donc moitié moins que New York. Alors les hausses se sont affirmées à partir de mercredi 27, puis jeudi et vendredi, et vous voyez que le revirement a été extrêmement brutal, puisque New York a remonté de 11% et tous les marchés ont suivi. Paris, bien sûr, a moins monté, puisque Paris avait moins fléchi que New York. Vous voyez que la reprise de Paris est également moitié moindre que celle de New York. Quoi qu'il en soit, ces deux graphiques montrent bien, au fond, la solidarité de tous les marchés financiers. Deuxièmement, il y a cette ampleur du marché de New York qui est quelque chose d'incroyable, puisque la semaine dernière, on a échangé 80 millions de titres.
Troisièmement, il y a cette capacité donc de résistance. Il a bien été prouvé que le colosse américain, même lézardé, tenait bien sur ses fondations. Et puis alors, il y a aussi une chose dont on a très peu parlé, c'est qu'au moment où les grandes bourses donc fléchissaient et chancelaient dans le monde, eh bien le marché de l'or ne s'est pas du tout réveillé. On a plutôt même assisté à une baisse de l'or à Londres. Alors aujourd'hui, nous sommes à New York, si nous prenons, si vous voulez, les baromètres de la bourse, nous sommes à 12% de baisse par rapport au début de l'année, tandis qu'à Paris, nous sommes à 7%, donc ces 7% ne représentent pas une baisse tout de même extrêmement sensible. Valeurs françaises aujourd'hui, elles sont légèrement en hausse.